Chaque mois, la rédaction de jeuxvideo.fr revient sur les jeux qui ont marqué les 30 derniers jours. Outre l'élection du jeu du mois, nous reviendrons sur les deux plus gros challengers, le meilleur jeu téléchargeable, la déception, ainsi que sur le coup de cœur de la rédaction. Et c'est parti pour notre sélection des mois de décembre 2011 et janvier 2012. Que serait une console Nintendo sans son Mario Kart? Le plombier moustachu a donc rechaussé ses gommes en décembre dernier pour un épisode 3DS qui réussit à innover sans pour autant renier les solides bases de la série. Le feeling des courses est intact tandis que les circuits sous-marins ou encore le deltaplane apportent un peu de sang neuf niveau gameplay. Un épisode ultra solide, indispensable sur la portable de Nintendo. Alors on attend toujours la venue d'un nouveau Mario Kart avec l'anxiété que ce soit l'épisode de trop. Je n'en attendais finalement pas grand chose, j'avais vraiment l'impression que les routes trop larges, beaucoup trop larges, étaient plutôt des autoroutes justement que des routes, qu'on avait vraiment moins l'occasion de faire valoir la qualité du pilotage, alors qu'en fait non, il suffit de creuser un tout petit peu pour se rendre compte que les tracés sont bien pensés. Le deltaplane et la possibilité de rouler dans l'eau qui offre une plus grande verticalité dans les différents tracés, même les plus vieux justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement les nouveaux tracés sont intéressants, sont inventifs, mais les développeurs ont réussi à redonner vie aux plus anciens circuits. La réussite de son rééquilibrage du partage entre la conduite et l'utilisation des bonus. Et le curseur se retrouve au bon niveau pour la première fois peut-être depuis longtemps sur la série, avec une récompense du mérite des bons pilotes contre un usage abusif des carapaces et autres bonus. Une réal au poil, avec un graphisme vraiment très adapté à la console, très chouette, une fluidité impeccable et un rendu 3D stéréoscopique qui est tout à fait valable. Alors que toutes ces choses assez nouvelles revigorent à ce point la formule, malgré une structure qui reste assez conservative, c'est vraiment une gageure que réussit l'équipe de Retro Studio en alliance avec les équipes classiques de Nintendo. C'est certainement un des meilleurs Mario Kart sortis depuis belle lurette. Il a peut-être coûté très cher à Electronic Arts, entre 100 et 200 millions de dollars selon les estimations, mais Star Wars The Old Republic a de très solides arguments pour séduire les millions d'abonnés visiblement un peu lassés par World of Warcraft. Avec sa progression scénarisée et son contenu haut level étoffé, Thor a séduit près de 2 millions de joueurs dans le monde, dont 3 dans notre équipe, c'est quand même déjà 40% de notre effectif. Alors la première qualité de The Old Republic, c'est qu'il réussit sur le champ du gameplay où on l'attendait au tournant, en reprenant simplement en fait les mécaniques clarifiées par World of Warcraft et de manière assez brillante. Alors en me lançant dans l'aventure Star Wars The Old Republic, je ne m'attendais pas du tout à me remettre à un MMORPG. Le scénario se joue plus comme une partition qui est la même pour tous les gens d'une même classe, mais le joueur a le choix, la possibilité d'interpréter librement le tempérament de son personnage par rapport aux événements qui lui arrivent. Et du coup, de cette façon-là, on a un lestage dramatique, une implication du joueur, puisqu'il peut peaufiner en fait les contours de son personnage. Là, je suis fan de Star Wars et je me dis, je vais me lancer. Et il faut dire ce qui est, c'est que le jeu m'a vraiment plu. Moi, je suis plutôt un mercenaire dans les MMORPG, j'aime bien jouer tout seul. Et là, j'ai trouvé une aventure vraiment excellente, exceptionnelle à faire en solo, et du coup voilà, je me laisse tenter, je monte mes petits niveaux tranquilles. Malgré quelques bugs de certains raids et puis quelques manquements sur le côté du jeu communautaire, le fait comme ça qu'il y ait de nombreuses instances, un véritable challenge et une espèce de grand champ ouvert pour les joueurs qui choisissent leur façon d'accéder au stuff, c'est quelque chose de rafraîchissant pour le genre qui mérite largement, même au-delà de son fanatisme pour Star Wars, moi je ne le suis pas, de trouver du plaisir quand on aime le genre MMO. Moi je pensais que voilà, de jouer un soldat, ça serait pas forcément intéressant, et honnêtement, c'est presque aussi bien, voire mieux que de jouer un Jedi. Donc pour moi, Star Wars, c'est vraiment une très très bonne surprise. Archétype de la suite qui fait tout en mieux, Trine 2 reprend le mélange puzzle, plateforme, action du premier volet et l'agrémente d'une esthétique irrésistible et de mécaniques plus poussées pour un résultat des plus savoureux sur PC et Xbox 360. La version PS3 tarde à pointer le bout de son nez, mais Trine 2 mérite une place de choix dans votre ludothèque, quel que soit votre support de prédilection.
Alors Trine 2, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, j'étais surpris par cette jeune pousse qui mêlait donc action, plateforme et réflexion. Donc là on reprend les mêmes ingrédients, dans le fond ça change pas tellement, mais par contre au niveau esthétique, moi j'ai vraiment été subjugué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce fourmillement des visuels dans les champs de jeu, au premier plan, en arrière-plan, avec une multiplication d'éléments comme ça qui mettent de la vie dans la scène de jeu, ces éléments-là ne sont pas simplement une couche cosmétique sur un champ de jeu, ils sont repris en permanence dans le champ ludique lui-même, où chaque obstacle, chaque plateforme, chaque élément du décor devient un appui possible pour le gameplay. Et la possibilité d'interchanger entre les trois types de gameplay, en gros les trois héros de l'aventure qui fonctionnent toujours très très bien, avec une trame narrative qui est là et qui est plaisante. Au cas où une des phases, un des pôles du jeu montre quelques faiblesses, quand ça arrive, on a toujours la possibilité d'en recourir à l'autre aspect. Si on est bloqué sur un aspect plateforme avec la lourdeur des déplacements qui peut faire rater certains sauts, eh bien on n'a pas de frustration puisqu'on peut toujours trouver un ressort puzzle, on peut toujours réussir à goupiller le niveau, à modifier son agencement. La possibilité de jouer en coop aussi bien en ligne que sur le même écran, vraiment peu importe le support, Trine 2 c'est vraiment du très très lourd. Cube est un puzzle game en vue FPS largement inspiré de la série Portal. Heureusement, cette production indépendante évite astucieusement le plagiat éhonté en s'appuyant sur ses propres forces. Des puzzles imaginatifs et variés, une prise en main immédiate et un visuel agréable compensent largement la durée limitée du voyage et les quelques bugs de collision. Un jeu indé à ne pas rater sur PC pour les amateurs de casse-tête. Alors Cube n'est pas simplement ce petit jeu de puzzle game à la première personne dans l'ombre de Portal, c'est aussi un jeu qui a ses forces sur ses propres mérites, surtout parce que c'est un projet étudiant et qui a une solidité surprenante pour un projet de ce type. Avec ce gant qui interagit avec des cubes de différentes couleurs, qui ont différentes fonctionnalités. Alors en gros, c'est un jeu de plateforme et d'énigmes, mais c'est vraiment très intéressant au niveau des idées proposées, qui sont vraiment fraîches et qui, pareil, sont au niveau de la difficulté progressive, le rythme est vraiment très bon. Les développeurs ont sans cesse renouvelé les façons de résoudre les différents problèmes, les différents casse-têtes. Et du coup, on se retrouve dans un jeu qui est certes assez court, mais qui n'est jamais lassant, qui est toujours plaisant à aborder et qui propose même quelques petites originalités comme des chambres plongées complètement dans le noir avec certaines pièces seulement qui s'allument. C'est un des très grands passages du jeu. On peut arriver à divertir sans problème, à apporter des idées fraîches, à vraiment enthousiasmer le joueur tout le long de l'aventure, tout le long de l'épopée on va dire, et sans avoir besoin de graphismes incroyables, d'une armada de développeurs. Donc c'est un jeu qui vaut vraiment le coup pour une dizaine d'euros sur les plateformes de téléchargement PC. C'est un jeu qu'on fera vraiment avec plaisir et qu'on refera même avec plaisir et qu'on peut même conseiller à toute la famille tellement la prise en main est évidente et le style du jeu se prête à une utilisation on va dire grand public. Bugbear a fait le bonheur des amateurs de courses arcade musclées sur PC avec Flatout. Refilé à Team 6 Game Studio, la série perd tout ce qui faisait son charme. Gameplay tristement quelconque, réalisation indigente, contenu insignifiant, ce Flatout 3 Chaos and Destruction restera dans les mémoires comme l'un des pires jeux de l'année 2011. Un conseil, fuyez cette merde innommable. Alors comment ne pas élire Flatout 3, notre déception des 2 mois passés, simplement parce que c'est un ratage aberrant d'une licence qui jusque-là avait réussi à proposer du fun immédiat tout en étant visuellement satisfaisante. Pour le coup, visuellement, c'est une catastrophe absolue. Les graphismes sont moches et rendent l'action complètement illisible. Les voitures, le décor, tout cela se mélange en un amas de pixels, une espèce de bouillasse imbuvable et qui ne contribue pas plus à la lisibilité de l'action que le gameplay, qui est aussi cacophonique et aussi impraticable, avec ces voitures qui sont des savonneuses totales. Chaque surface, c'est la même chose. On glisse sur le terrain, on contrôle aucun virage. Si on allie à ça un moteur graphique qui sera l'occasion de bonnes poilades, eh bien franchement, on a une des pires suites qu'on ait jamais vues. Et que la licence se rate autant dans le passage de relais à l'équipe Team 6, c'est un mystère pour nous.
Sabré par toute la presse mondiale pour ses nombreuses stars techniques et les lacunes de sa jouabilité, Ami a pourtant comblé les amateurs de survival à la rédac. Ses mécaniques très inventives et son efficacité horrifique en font l'une des curiosités à découvrir sur le Xbox Live et le PSN en attendant la version PC. Proposé à moins de 10 €, Ami devrait donner pas mal de fil à retordre aux habitués du genre qui feront fi des nombreux défauts du jeu. Alors oui, Ami est un jeu hautement vulnérable, d'ailleurs mes confrères n'ont pas manqué d'épingler le jeu sur tous ses défauts qui sont réels, à savoir sa réalisation qui est bancale et sa jouabilité qui paraît datée un peu. Moi, Ami me fait penser à cette nouvelle vague des survival horror qu'il y a eu sur PS2 à une époque où on a eu du Forbidden Siren ou du Project Zero, où de nouvelles mécaniques simplement venaient apporter un nouveau souffle à un genre qui m'a toujours passionné, qui est le survival horror. Ce qui a mis réussi vraiment, et là où il ne se rate pas en tant que survival soigné avec amour, c'est dans la reprise du thème de la vulnérabilité du personnage, qui est le premier levier de la peur dans le genre. Le jeu nous pousse à être intransigeants sur notre manière de jouer parce qu'on ne peut pas se permettre le moindre écart de conduite. C'est pas un jeu qui est permissif, c'est un jeu qui toujours va nous épingler sur notre moindre petite faute. La mécanique de cohabitation permanente entre le personnage du joueur et la petite fille qu'il faut protéger à chaque instant. En effet, quand on laisse la petite fille loin de nous, plus on s'éloigne d'elle et plus elle risque le danger et la mort, et plus nous-mêmes risquons le danger, puisque une infection nous donne une espèce de temps compté avant la mort certaine. Cette mécanique de frustration permanente du joueur qui ne peut pas aller découvrir le monde comme il le souhaiterait, puisqu'il est obligé de rester en compagnie de cette petite fille. C'est par cette très intelligente reprise du thème de la vulnérabilité du personnage qu'Amy gagne ses galons de grand survival horror.